Yo les amis, ça faisait un petit moment que j'avais envie d'évoquer avec vous le support physique et sa légitimité, à une époque où les sites de streaming et de téléchargement se multiplient et où tout est en accès gratuit ou presque. L'occasion s'offre à moi avec cette pétition pour un avenir de l'édition vidéo physique que j'ai trouvée plutôt pertinente, on en parle tout de suite. Le support a-t-il encore une raison d'être aujourd'hui? En gros, est-ce que ça vaut le coup d'acheter encore aujourd'hui des CD, des DVD, des Blu-ray à une époque où tout est en semi-gratuité? Alors le support, c'est une question qui me touche personnellement beaucoup. Ça fait plus de 20 ans que j'évolue dans ce milieu-là. J'ai été libraire, disquaire, j'ai vendu des CD, des DVD, des Blu-ray dans une boutique où on pouvait vendre tout ce qui avait trait au cinéma. Et je tiens à évacuer une idée reçue tout de suite. En préambule, le support, c'est pas une question d'âge et c'est pas une question de génération. Au comptoir des magasins dans lesquels j'ai travaillé, j'ai eu affaire à des jeunes cinéphiles de 12 ou 15 ans et à des cinéphiles accomplis de plus de 80 balais. J'ai eu la chance de pouvoir discuter avec Pierre Mondy, le regretté Pierre Mondy, qui était un cinéphile averti. J'ai pu aussi discuter avec Yves Boisset ou Jean Tullard, qui sont des encyclopédies vivantes du cinéma. Alors parler support, c'est bien sûr évoquer la cassette vidéo et l'arrivée du cinéma à la maison. Alors la cassette vidéo, elle est intéressante à plus d'un titre. Elle est intéressante parce que sa trajectoire, son évolution, suit à peu près celle qu'a eu plus tard le CD et puis après le DVD. Il faut savoir que quand la cassette vidéo est arrivée sur le marché, c'était réservé un peu à une élite. Les magnétoscopes étaient juste énormes, c'était des tanks, c'était cher, on n'achetait pas des cassettes vidéo, on pouvait pas acheter des cassettes vidéo, c'était réservé aux vidéoclubs, on allait les louer et c'était pas gratuit. Moi je me souviens que c'est mon oncle qui le premier a eu un magnétoscope et toute la famille allait se réunir chez lui, grand-père compris, pour aller voir des petites péloches qu'on allait louer dans les vidéoclubs. Et c'est là que j'ai commencé à forger ma cinéphilie, en voyant des films comme Q, Épouvante sur New York, de Larry Cohen, ou Burnt Offerings, Trauma, de Dan Curtis, des petits films comme ça qui, aujourd'hui, passeraient inaperçus, à l'époque, remplissaient les rayons des vidéoclubs. Et puis j'ai vu aussi Alien, Les Dents de la Mer, des Star Wars, enfin bref. Au bout d'un moment, les prix sont devenus plus abordables, on a pu se payer un magnétoscope à la maison, donc là c'était le rituel. Tous les week-ends avec mon père et mon frangin, on allait louer des vidéocassettes, des films qu'on apprenait par cœur. En réalité, on les louait le vendredi soir, on commençait à les regarder une première fois, et puis on les regardait à nouveau le samedi matin, le samedi après-midi, le dimanche matin, le dimanche après-midi, jusqu'à les apprendre véritablement par cœur. Alors faut savoir qu'à l'époque, il n'y avait pas le streaming, il n'y avait pas les sites internet, les chaînes télé, il y avait 5-6 chaînes, et on savait pas quand on aurait l'occasion de revoir ces films. Faut préciser aussi que ça arrivait après une période d'attente, puisqu'il y a des films que j'avais fantasmés dans les pages de Starfix avant de pouvoir les voir en cassette, type Evil Dead ou Le Couloir de la Mort avec Richard Crenna. Bref, la cassette vidéo, c'était ni plus ni moins qu'une révolution. Et puis, petit à petit, les prix ont baissé, on a pu commencer à acheter des cassettes vidéo, à se constituer une vidéothèque. Alors, les nouveautés, les films qui venaient de sortir étaient toujours très chers, mais petit à petit, il y a eu des collections budget et même des solderies. On a commencé à voir débarquer les Flying Jackets. Alors les Flying Jackets, c'est simple, c'était des grosses braderies, des bacs à promo qui fleurissaient dans les Mammouths, dans les Auchan. Vous trouviez des films et puis vous pouviez les racheter 2 fois de suite, puisque 2 semaines plus tard, vous reveniez et le film avait changé de visuel, il avait changé de casting, il avait changé de résumé, les photos n'étaient plus les mêmes, vous rachetiez le film, sans savoir que vous veniez de racheter exactement le même que vous aviez acheté 2 semaines auparavant. Mais bon, c'était une époque absolument magique, moi ça m'a permis de découvrir des petites péloches absolument incroyables, comme Terreur extraterrestre, Without Warning de Graydon Clark. Aujourd'hui, on n'en entendrait même pas parler, mais à l'époque, c'était une super découverte que cet extraterrestre, là, qui avait ces espèces d'étoiles de mer ou d'étoiles spatiales qui jetaient à la tête des gens, c'était génial. Et puis le DVD est apparu, alors il a suivi à peu près le même parcours que la cassette. Il faut savoir qu'il y a eu déjà des tentatives de supplanter la cassette avec le vidéo CD et le laserdisc. Et puis les éditeurs, les distributeurs se sont tous mis d'accord, boum, un seul format, le DVD débarque en 95, donc il y a tout juste un quart de siècle, et là c'est véritablement l'explosion. Le DVD c'est une révolution, il y a déjà une image absolument incroyable, un son incroyable, il y a des making-of, il y avait plein de scènes dont on avait entendu parler à l'époque, des fins alternatives sans jamais pouvoir les voir. Moi je me rappelle de Die Hard, Une journée en enfer, le 3e, où il y avait cette séquence à la fin, cette fin alternative avec cette espèce de roulette russe avec un bazooka. J'ai mis des années à la voir, quand le Zonin Collector est sorti, enfin j'ai pu voir cette scène, alors dans des qualités absolument abominables, l'image était toute granuleuse et dégueulasse, mais au moins on pouvait voir cette scène. Et puis le DVD, c'était aussi des formats respectés, pour la première fois vous aviez le cinémascope, c'était fini la cassette. Moi je me rappelle en cassette vidéo, Predator par exemple, c'était une catastrophe,
Predator, il était pas scanné, c'était en VF uniquement, l'image était vraiment mais immonde, et surtout c'était fait à la serpette. Quand vous aviez deux personnages dans le cadre, il y en avait un qui disparaissait sur les côtés. C'était vraiment horrible. Le DVD se montrait quand même un petit peu plus respectueux du cinéma. Et c'est assez marrant de voir d'ailleurs à quel point on est passé avec le DVD très rapidement d'un objet de convoitise, et le mot n'est pas trop fort, à un objet à l'image poussiéreuse. Le DVD, c'est arrivé, c'était un objet que tout le monde voulait, pouvait braver vents et tempêtes pour aller s'acheter un film. C'était tout nouveau que de pouvoir s'acheter des films comme ça pour pas trop cher, pour les voir en famille, à la maison, dans de bonnes qualités, des séries, des grands classiques, des films dans des versions longues. Bref, les gens voulaient ça, il n'y avait pas des services de streaming, je le répète, il n'y avait pas l'internet, on pouvait pas voir ça autrement, et ça a très vite cartonné au point de devenir un objet emblématique de son époque, un objet emblématique, et puis très vite, un objet de consommation courante. On a fini par avoir des DVD partout, vous alliez acheter un Happy Meal, vous aviez un DVD, vous alliez faire le plein d'essence, vous aviez un DVD, donc au final, le DVD est devenu un objet de consommation courante pour finalement devenir un objet même dévalué dernièrement, puisqu'avec les services de streaming, le support a été un peu relégué au second plan. Mais le DVD, ça a véritablement été pour moi et pour toute une génération la démocratisation de la cinéphilie. Enfin, on a vu l'envers du décor, il y avait ces making-of quand même, il y avait l'image respectée, mais ces making-of aussi où on interrogeait les réalisateurs, les scénaristes, les mecs qui faisaient les effets spéciaux, bref, on a démystifié un peu le cinéma avec le DVD. Et on peut faire un parallèle donc entre la cassette vidéo, qui a marché très fort avant d'être supplanté, et puis le DVD qui a explosé avant vraiment de s'effondrer, et même le CD est venu à remplacer le vinyle à l'image poussiéreuse avant de s'effondrer totalement le jour où Spotify est arrivé. Mais bon, je considère quand même qu'on vit une époque merveilleuse, je suis un fervent défenseur du support, mais pour autant, j'apprécie totalement cette époque où le cinéma est partout. Peu importe le flacon, pourvu qu'on ait l'ivresse, aujourd'hui on peut profiter du cinoche avec Netflix, Amazon Prime, Disney+, OCS, on peut en profiter chez soi avec des Blu-ray 4K et des installations absolument fantastiques. L'autre fois, je revoyais le Blu-ray de La Prisonnière du désert, et je me disais, putain, mais si John Ford était là, il verrait ça, les conditions dans lesquelles on voit ces films aujourd'hui, il y croirait même pas. Et tout est effectivement complémentaire. On peut apprécier de voir une petite péloche sur Netflix, ou d'apprécier de voir un grand classique chez soi sur un écran de 160 cm. Tout est complémentaire. Ça, c'était donc pour la petite partie intro, et on plonge dans le vif du sujet en s'interrogeant sur la pertinence du support aujourd'hui. Avec donc cette pétition qui est tombée pendant le confinement pour un avenir de l'édition vidéo physique. Alors je vous mettrai peut-être le lien dans les commentaires, mais c'est pas très important, cette pétition-là va passer, il y en aura d'autres, c'est pas très important. Je suis pas un fan des pétitions, hein, je vous le dis tout de suite, je suis pas du genre à relayer ça d'habitude, mais celle-là va me servir un peu de guidelines pour tout ce dont j'avais envie de vous parler. Alors cette pétition, on la doit à un collectif de 60 éditeurs, DVD, Blu-ray, Ultra HD, soutenus par des personnalités, critiques, réalisatrices, réalisateurs, qui se rassemblent pour que le support physique continue à être pris en compte et soutenu. Alors je vais aller vite sur l'intro, hein, on nous explique qu'hier, aujourd'hui et demain, la vidéo physique est capitale dans la galaxie du cinéma et dans la diffusion de la culture en général. En complément des autres médiums, la vidéo physique fait vivre le patrimoine cinématographique et audiovisuel, assurant sa préservation, sa diffusion et sa transmission. Elle contribue aussi à l'économie de toute une filière cinéma, ayant droit, laboratoire technique, agence de création, blablabla. Alors ça, je trouve toujours que c'est un argument un peu fallacieux, c'est pas que je suis un sans-cœur, hein. C'est pas que j'en ai rien à foutre des gens qui vont perdre leur boulot, mais si demain on me disait ah, vous êtes plus qu'une vingtaine en France à soutenir le support et à regarder des Blu-ray, on va arrêter, ben je dirais bah oui, si on n'est que 20, c'est normal que ça s'arrête. Donc là, ce sont des gens compétents, ils trouveront autre chose à faire si jamais ça marche plus, mais je pense qu'il y a encore une vraie marge de progression. Le support vidéo peut encore évoluer et faire valoir ses qualités, comme on va voir tout de suite. Alors, après la salle de cinéma, la sortie vidéo apporte une nouvelle visibilité aux œuvres, retombées presse, communication, réseaux sociaux, qui rayonnent sur les autres médiums à venir, comme la TV, la VOD, qui bénéficient de cette exposition préalable. Alors là, la pétition nous rappelle que l'ensemble des moyens de diffusion fonctionnent les uns avec les autres et non pas les uns contre les autres, c'est ce que je vous ai dit. La salle de cinéma annonce la vidéo qui participe à son tour au rayonnement des films en TV, VOD, SVOD. Et aucun support n'a vocation à se substituer aux autres, tous ont vocation à exister en complémentarité les uns des autres. Alors là, on nous parle de chiffres, hein, je vais vous passer le blabla, on va arriver au cœur du sujet, où on précise que même à l'heure du tout numérique, la vidéo physique conserve de très forts atouts, elle propose de beaux objets, durables, transmissible, qui répondent à une envie unique, à l'opposé de la culture au débit. Elle est la seule assurance de posséder,
durablement dans le temps, sans dépendre d'inventaire à l'accès variable. Et là, c'est le nerf de la guerre. Ça, c'est vraiment ce dont je voulais vous parler. Quand vous achetez un film, quand vous achetez un CD, je vais beaucoup vous parler de cinéma, mais c'est valable pour les CD ou les vinyles, c'est la même chose. Hein. Même chose, même combat entre Spotify et Netflix. Quand vous achetez un film, quand vous achetez un support, vous êtes détenteur de l'objet, vous êtes propriétaire de l'objet, vous en faites ce que vous voulez. Vous pouvez le regarder chez vous, vous pouvez le prêter aux membres de votre famille, vous pouvez organiser une soirée cinéma à la maison, c'est à vous et à personne d'autre. Les sites de streaming, ce sont des bibliothèques à l'inventaire variable. C'est-à-dire que vous allez y trouver une semaine, telle série, tel film, telle série de films, et puis 3 semaines plus tard, tout aura changé. Ces films-là, les gens auront moins cliqué dessus, donc à la trappe, cette série, à la trappe. Alors ne croyez jamais que vous pourrez revoir tout ce que vous voulez et quand vous le voulez sur des services de streaming. C'est complètement faux, j'en ai fait la douloureuse expérience moi avec une partie de ma collection de CD que j'ai revendue, pour 2 semaines plus tard, me rendre compte que je pouvais plus écouter par exemple First Blood de Goldsmith sur Spotify. Et ça a même un effet pernicieux, parce que les services de streaming vont vous pousser du contenu, en permanence, y compris ce que vous ne vouliez pas voir. Et là, pour moi, c'est toute la différence entre avoir une approche dynamique de sa cinéphilie et avoir une approche passive. En gros, c'est qu'est-ce que je regarde ce soir ou qu'est-ce qu'on me propose de regarder ce soir. Et c'est très différent. Aujourd'hui, il n'y a pas quand même une grande richesse sur les services de streaming. Je veux dire, si on veut passer un moment, on va pouvoir passer un moment. C'est bien Amazon Prime, c'est bien Netflix. Mais je veux dire, si vous voulez vous faire une intégrale Bergman, une intégrale Kurosawa, si vous voulez regarder un vieux Bebel, si vous voulez voir des classiques, c'est pas si évident que ça que les trouver sur les services de streaming. Et plus pervers que ça, il y a beaucoup de choses que vous ne pourrez pas revoir. Si vous avez par exemple envie de revoir une série comme, je sais pas, Stargate SG1 et que c'est pas disponible, on va vous pousser du contenu. Les algorithmes vont calculer pour vous ce que vous avez envie de voir, ils vont dire bah non, il n'y a pas Stargate, mais regarde cette nouvelle série de science-fiction. Et tant pis si cette série de science-fiction elle est toute pourrave, tant pis s'il n'y a eu que 2 saisons, mais ils vont vous pousser du contenu en avant. Et c'est très très visible sur Netflix. Il y a plein de films qui n'ont pas marché dans les salles, dont tout le monde se foutait, qui n'ont même pas marché en exploitation Blu-ray et DVD, plein de Nicolas Cage par exemple, et qui se retrouvent dans les visions numéro 1, numéro 2, numéro 5 aujourd'hui en France. Et ça, outre le fait que ce sont de beaux objets durables, effectivement, qu'on peut prêter, qu'on peut s'échanger, de beaux objets, si vous prenez des DVD collector, bon soit, mais au moins vous avez le film. Parce qu'aujourd'hui, si vous voulez revoir des séries, et là je cite mon exemple, mais si on veut revoir The Wonder Years, la série avec Fred Savage qui était vachement bien, une chronique sur les suburbs américains dans les années 60, j'aimais beaucoup, bah faut se taper un DVD anglais sans sous-titres français, mais là encore au moins il y a un support, on peut le voir, mais les services de streaming ils vous diffusent pas ça. Il y a une série que j'aimais bien dans les années 80-90, Werewolf de Frank Lupo, les effets spéciaux des loups-garous étaient dus à Rick Baker, c'était une bonne série avec des petits épisodes de 20 minutes, la qualité elle est absolument immonde, c'est irregardable avec les moyens de diffusion d'aujourd'hui, c'est pas regardable. Ben, il faut attendre qu'un éditeur se penche sur la péloche, en sorte un pressage HD pour pouvoir en profiter à nouveau. Je suis pas sûr que quelqu'un le fasse un jour, et résultat, cette série, elle va passer aux oubliettes. La série qui avait été diffusée à l'époque sur Canal, je vous donne des exemples comme ça qui me viennent, mais L'Homme de Nulle Part, Nowhere Man, pour le revoir aujourd'hui, c'est un DVD zone 1. Si vous l'avez, vous avez de la chance, moi je l'ai, mais quand on va voir sur les marketplaces, ça commence à partir de 120 balles. Si vous voulez le commander, c'est un zone 1, il n'y a pas de français, anglais uniquement, et c'est à partir de 120 balles, 120, 200 balles, pour pouvoir voir la série, et sinon, bah, essayez de le trouver en téléchargement, mais c'est pas si facile que ça. Et c'est pareil en musique ou en cinéma. En musique, c'est exactement la même chose. Si vous avez des disques que vous aimez, sachez qu'ils ne seront pas éternellement sur Spotify, et je vous dis bien, en série télé ou en film, Amazon Prime et compagnie ne jouent pas pour vous. Ils jouent pour eux. Ils veulent vous fournir du contenu, ils veulent avoir un contenu étoffé, mais ils veulent surtout des contenus qui marchent, que tout le monde regarde, donc ils veulent pas aller vous sortir la petite péloche de derrière les fagots ou cultiver votre cinéphilie. Bref, vous avez compris l'idée, on continue sur cette pétition. L'édition vidéo initie au cinéma avec ces fameux suppléments qui offrent une place unique à des documents rares permettant d'approfondir la découverte d'une œuvre, que l'on soit néophyte ou initié. C'est ce que je vous disais sur la démocratisation de la cinéphilie, c'est exactement ça. Alors, les making-of, maintenant, c'est rentré un peu dans l'air du temps. Il y a des sites comme Disney+, par exemple. Disney+, ils ont tellement rien à proposer qu'ils vous proposent pas mal de making-of. Faut dire qu'en même temps, une série comme Mandalorian, vous avez quoi ? Des épisodes de 20 minutes à tout péter, une fois que vous avez enlevé le générique du début, une fois que vous avez enlevé les peintures de fin, il vous reste rien.
Donc les making-of sur Disney+, prennent plus de place que la série en elle-même. Et un making-of, aujourd'hui, tout le monde sait ce que c'est. Mais les making-of sur les DVD, sur les Blu-ray, c'est quand même autre chose. Je veux dire, vous avez des compagnies, même françaises, comme ESC, qui vous proposent des bonus. Des fois, ils financent eux-mêmes ces bonus, ils vont voir les anciens acteurs, les réalisateurs. Dernièrement, j'ai revu des films de Rapno, des films de Broca. Franchement, les bonus sont impressionnants. On fait appel aux scénaristes de l'époque, on fait appel aux éclairagistes. J'ai revu Tous les matins du monde, on fait appel au mec qui a fait la musique, à Jordi Savall. Bref, c'est passionnant. Pour des films que vous aimez, les making-of, souvent il y a des choses passionnantes dedans. Et donc du coup, retour à notre pétition qui nous précise que l'édition vidéo participe de la démocratisation de la culture. C'est exactement ce que je vous ai dit, avec l'accès aux objets en CDI médiathèque à des conditions très avantageuses. Alors oui, l'accès en CDI médiathèque à des conditions très avantageuses, c'est sympa, mais n'empêche que quand vous avez un objet, vous pouvez, comme je vous l'ai dit, le prêter. Moi je me souviens, les premiers Smashing Pumpkins, c'est mon pote qui me les avait fait découvrir sur les bancs de la fac. On avait un Sony, on écoutait ça, une oreillette chacun, un Discman, et on écoutait ça, c'était incroyable. Je trouve qu'il y avait plus de partage à l'époque. C'est plus facile de prêter un DVD. Vous n'allez jamais le revoir, parce que quand vous le prêtez, vous n'allez jamais le récupérer, mais au moins un DVD, ça se passe. Tiens, j'ai adoré ce film, regarde-le. Ça se passe plus que de se dire, tiens, regarde ça, c'est sur Netflix. C'est pas la même chose. Vous prêtez un DVD, franchement, vous prêtez un objet, il y a vraiment une démocratisation de la culture. Et notre pétition nous précise que l'édition vidéo innove au service des créateurs. L'Ultra HD 4K est aujourd'hui le meilleur support et de loin de restitution des films cinéma. L'Ultra HD 4K propose sur certaines éditions un pré-réglage réalisateur qui permet de voir le film en respectant l'étalonnage exact voulu par son créateur. Et là on cite Christopher Nolan et Scorsese, alors c'est pas étonnant, hein. Donc il y a plusieurs choses à voir là-dedans. Christopher Nolan supervise par exemple lui-même toutes les sorties vidéo de ses films. Alors vous allez croire que je parle de Nolan à chaque émission, mais en réalité il est un peu symptomatique de notre époque. C'est l'un des derniers grands réalisateurs à avoir la main mise et le contrôle sur ses œuvres, et il supervise de très très près les sorties vidéo de ses films. Cette remarque là au sein de cette pétition nous amène à la qualité du support, la qualité qui est présentée sur un support. Il faut savoir que quoi qu'il se passe, vous n'aurez jamais la même qualité sur un service de streaming, vous n'aurez pas la même qualité en CD que sur Spotify, et alors surtout vous n'aurez pas la même qualité sur Netflix, Amazon Prime & Co que sur un Blu-ray 4K. Un Blu-ray 4K, vous aurez une qualité juste 10 fois meilleure. Enfin, 10 fois meilleure, j'exagère, mais vraiment, vraiment meilleure. Et ça, peu importe que vous ayez la fibre, que vous ayez toute l'installation, le service de streaming ne vous offrira pas la même qualité que sur un support. C'est une question de débit, tout simplement. C'est une question de débit. Alors, il y a plein de gens qui vous en parleront mieux que moi sur Internet. Il y a notamment quelqu'un qui est très bien, qui s'appelle Pépé, sa rubrique s'appelle Pépé World, je crois que je vais vous mettre en description, soit là sur la vidéo, soit dans le descriptif, mais il fait des vidéos très très bien, très techniques, il est un peu atypique, mais il est vraiment marrant, et il va vous expliquer que quand vous allez au cinéma, généralement, vous voyez des films qui ont été tournés en 2K, les films sont tournés en 2K, et la plupart des films sont tournés en 2K, sauf les gros blockbusters, type le dernier Star Wars par exemple, qui a été tourné en 4K, mais les films sont tournés en 2K. Et après, dans la plupart des salles françaises, ils sont projetés en 2K. Vous allez voir des films projetés en 2K, mais ils sont projetés en 2K avec des projecteurs qui coûtent genre 400 000 €, des trucs que vous n'avez pas à la maison. Donc forcément, la qualité de projection, elle est absolument dingue. Mais en attendant à la maison, le débit de votre Blu-ray est juste 20 fois supérieur à celui que vous pouvez avoir sur les services de streaming. Donc pas étonnant qu'avec un bon matos à la maison, vous ayez une meilleure image que ce que va vous proposer OCS ou Amazon Prime. Et ça, c'est super important. Un CD bien pressé aujourd'hui, je discutais dernièrement avec quelqu'un qui s'était fait une installation complètement audiophile. Alors, il me citait des noms de marques sur son ampli et sur ses enceintes, de marques françaises vraiment audiophiles, super haut de gamme, que j'ai pas retenu. Mais franchement, à l'oreille, c'est un truc de fou, et il me disait que lui, il réécoutait du CD. Ouais, des CD bien pressés. Alors je dis bien pressés, parce qu'il y a des CD qui sont pressés du tout venant, mais les derniers CD, remasters, tout ça, vous avez quand même une qualité de son. Vous pouvez là, pour le coup, faire l'essai, vous passez le CD, et après, vous mettez Spotify, vous jonglez entre les deux, vous allez vraiment voir une différence. Le son du CD, il est plus riche, il est plus enveloppant, vous avez toutes les fréquences, vous avez des basses qui résonnent, vous avez des aigus qui claque, qui scintille, vous entendez tous les instruments, c'est quand même beaucoup plus propre en CD que sur Spotify. Et franchement, c'est exactement la même sur l'image. Quand vous voyez Game of Thrones en Blu-ray, je trouve déjà ça plus propre que sur les services de streaming, et pourtant j'ai la fibre. Alors après, ça nécessite aussi un peu de matos. C'est sûr que si vous êtes du genre à regarder vos films le matin dans le métro sur votre portable en qualité dégradée pour que ça aille plus vite et que ça coupe pas,
on parle pas de la même chose. Moi, je vous parle de s'asseoir chez soi, de profiter d'un film sans personne qui vienne bouffer ses pop-corn dans votre oreille. Eh bien, franchement, vous en profiterez plus avec un support, une installation sympa, qu'en regardant ça en streaming. Et on en retourne donc à notre pétition, mais là, je pense qu'on a fait à peu près le tour. Ils nous disent que ce précieux outil de diversité et de création, que 10 millions de Français déclaraient encore acheter en 2018, pourrait perdre entre 30 et 40% de sa valeur commerciale, blablabla. Bla bla bla. Bien sûr que ça va perdre entre 30 et 40%. De toute façon, je pense que le support est à terme condamné. À terme, le support va petit à petit disparaître. Le tout, c'est de faire un peu de résistance le plus longtemps pour pouvoir continuer à profiter du support dans ce qu'il a de meilleur. Et là, il demande un plan de sauvegarde. Alors bon, moi je me rappelle toujours de la phrase de Coluche. Quand on pense qu'il suffirait que les gens arrêtent de les acheter pour que ça se vende plus. L'inverse est vrai, il suffirait que les gens achètent pour que ça se vende. Si vous êtes des amateurs de cinéma, si vous êtes des cinéphiles, si vous êtes des mélomanes, si vous êtes un peu sensible au son, ben, achetez des CD, achetez des DVD, achetez des Blu-ray. De toute façon, aujourd'hui, ça coûte rien. Hein. C'est le moment d'en acheter. Hein. Si vous voulez vous faire plaisir avec des CD, vous constituez une petite CD-tech. Hein. Toutes les solderies, tous les magasins d'occasion de France et de Navarre, tous les Gibert, les Book-Off, les OCD vous proposent des CD. Vous en avez pour 2 €, 3 €, 4 €. Les DVD, c'est pareil. Finalement, le marché a tellement baissé qu'on trouve des Blu-ray vraiment pas chers. On va payer ça 2, 3, 5, 6 balles pour une qualité top. Alors un plan de sauvegarde, c'est bien gentil, mais c'est d'abord vous qui avez le choix. C'est vous qui avez la main sur la situation, qui pouvez déterminer la survie du support, tout simplement. Savoir si ça vous intéresse encore d'acheter des vinyles, d'acheter des CD, d'acheter de temps en temps un Blu-ray dans une édition collector, avec tous les bonus, toutes les versions alternatives du film, se renseigner vraiment sur un film qu'on aime, voir ce que le réalisateur a à en dire, le voir dans une version proposée par le réalisateur. Moi, je trouve que ça, c'est passionnant. Et d'ailleurs, je suis pas le seul à le penser, puisqu'à la fin de la pétition, vous avez quelques mots de soutien de la part de personnalités, critiques, réalisatrices, réalisateurs, comme, alors il y a Thierry Frémaux, il y a Jean-Michel Frodon, il y a Kata et Forzani. Kata et Forzani, j'aime pas trop ce qu'ils font parce que ça me touche pas trop. Moi, je suis pas très giallo. Mais bon, bref, c'est des esthètes du cinéma. Donc, ils ont un mot très sympa. Marie-Claude Trelou. Il y a Bertrand Mandico, celui qui a réalisé Les Garçons Sauvages. Vous avez pas mal de monde. Et puis, au niveau des signataires, bah, vous avez toutes les sociétés d'édition qu'on connaît, comme Capricci, comme Dorian, vous avez ESC, bien sûr, Le Chat qui fume, Sidonis, Metropolitan, bref, ils sont tous là, et s'ils sont tous là, c'est forcément que c'est important et que vous devriez prendre peut-être 5 minutes pour réfléchir à la survie du support. Voilà, cette émission se termine ici. Le but, c'était pas de vous faire une petite leçon sur le support, ni de vous obliger à en acheter, c'est juste de vous faire réfléchir à ce qui se passe en ce moment, à l'avenir du support, à l'avenir de la cinéphilie, à ce qui va se passer quand les services de streaming auront un peu la main mise sur tout ça et qui décideront eux-mêmes de ce que vous devez regarder. C'est tout pour aujourd'hui, il me reste juste à vous souhaiter de vous faire des bonnes toiles, allez au cinoche, les exploitants en ont bien besoin en ce moment, faites-vous des bons films, et moi je vous dis à la prochaine sur cette même chaîne. Ciao!